Je reprends ici la seconde partie. Alors désolé, je suis extrêmement en retard. Mon projet musique dans le mix, je me suis emmêlé les pattes. Du coup, j'ai perdu des jours et des jours. Le morceau suivant, pareil, je me suis emmêlé les pattes dans le mix. J'ai encore perdu du temps. Et puis après, il s'est passé un certain nombre de choses. Et donc voilà, enfin, je reprends la caméra et je reprends enfin la lecture pour la suite de Manon Lescaut. Alors je vais reprendre un peu en haut. Le cocher me demanda où il fallait toucher. Et touche au bout du monde, lui dis-je, et mène-moi quelque part où je ne puisse jamais être séparé de Manon. Ce transport dont je ne fus pas le maître faillit m'attirer un fâcheux embarras. Le cocher fit réflexion à mon langage, et lorsque je lui dis ensuite le nom de la rue où nous voulions être conduits, il me répondit qu'il craignait que je ne l'engageasse dans une mauvaise affaire, qu'il voyait bien que ce beau jeune homme, qui s'appelait Manon, était une fille que j'enlevais de l'hôpital, et qu'il n'était pas d'humeur à se perdre pour l'amour de moi. Les délicatesses de ce coquin n'étaient qu'une envie de me faire payer la voiture plus chère. Nous étions trop près de l'hôpital pour ne pas filer doux. « Tais-toi, lui dis-je, il y a 1 louis d'or à gagner pour toi. » Il m'aurait aidé, après cela, à brûler l'hôpital même. Nous gagnâmes la maison où demeurait Lescaut. Comme il était tard, monsieur de T nous quitta en chemin avec promesse de nous revoir le lendemain. Le valet demeura seul avec nous. Je tenais Manon si étroitement serrée entre mes bras que nous n'occupions qu'une place dans le carrosse. Elle pleurait de joie et je sentais ses larmes qui mouillaient mon visage. Mais lorsqu'il fallut descendre pour entrer chez Lescaut, j'eus avec le cocher un nouveau démêlé dont les suites furent funestes. Je me repentis de lui avoir promis 1 louis, non seulement parce que le présent était excessif, mais par une autre raison bien plus forte, qui était l'impuissance de le payer. Je fis appeler Lescaut. Il descendit de sa chambre pour venir à la porte. Je lui dis à l'oreille dans quel embarras je me trouvais. Comme il était d'une humeur brusque et nullement accoutumé à aménager un fiacre, il me répondit que je me moquais. 1 louis d'or, ajouta-t-il, 20 coups de canne à ce coquin-là. J'eus beau lui représenter doucement qu'il fallait nous perdre. Non, pas du tout, il ne faut pas nous perdre. Non, j'eus beau lui représenter doucement qu'il allait nous perdre. Il arracha ma canne avec l'air d'en vouloir maltraiter le cocher. Celui-ci, à qui il était peut-être arrivé de tomber quelquefois sous la main d'un garde du corps ou d'un mousquetaire, s'enfuit de peur avec son carrosse en criant que je l'avais trompé, mais que j'aurais de ses nouvelles. Je lui répétais inutilement d'arrêter. Sa fuite me causa une extrême inquiétude. Je ne doutais point qu'il n'avertît le commissaire. « Vous me perdez, dis-je à Lescaut. Je ne serai pas en sûreté chez vous. Il faut nous éloigner dans le moment. » Je prêtai le bras à Manon pour marcher et nous sortîmes promptement de cette dangereuse rue. Lescaut nous tint compagnie. C'est quelque chose d'admirable que la manière dont la Providence enchaîne les événements. À peine avions-nous marché 5 ou 6 minutes qu'un homme, dont je ne découvris point le visage, reconnut Lescaut. Il le cherchait sans doute aux environs de chez lui avec le malheureux dessein qu'il exécuta. « C'est Lescaut, dit-il, en lui lâchant un coup de pistolet. Il ira souper ce soir avec les anges. » Il se déroba aussitôt. Lescaut tomba sans le moindre mouvement de vie. Je pressai Manon de fuir car nos secours étaient inutiles à un cadavre et je craignais d'être arrêté par le guet qui ne pouvait tarder à paraître. J'enfilai avec elle et le valet la première petite rue qui croisait. Elle était si éperdue que j'avais de la peine à la soutenir.
Enfin, j'aperçus un fiacre au bout de la rue. Nous y montâmes, mais lorsque le cocher me demanda où il fallait nous conduire, je fus embarrassé à lui répondre. Je n'avais point d'asile assuré ni d'amis de confiance à qui j'osasse avoir recours. J'étais sans argent, n'ayant guère plus d'une demi-pistole dans ma bourse. La frayeur et la fatigue avaient tellement incommodé Manon qu'elle était à demi pâmée près de moi. J'avais d'ailleurs l'imagination remplie du meurtre de Lescaut, et je n'étais pas encore sans appréhension de la part du guet. Quel parti prendre? Je me souvins, heureusement, de l'auberge de Chaillot, où j'avais passé quelques jours avec Manon, lorsque nous étions allés dans ce village pour y demeurer. J'espérais non seulement d'y être en sûreté, mais d'y pouvoir vivre quelque temps, sans être pressé de payer. « Mène-nous à Chaillot, dis-je au cocher. » Il refusa d'y aller si tard, à moins d'une pistole. Autre sujet d'embarras. Enfin, nous convînmes de 6 francs, et c'était toute la somme qui restait dans ma bourse. Je consolais Manon en avançant, mais au fond, j'avais le désespoir dans le cœur. Je me serais donné 1000 fois la mort si je n'eusse pas eu dans mes bras le seul bien qui m'attachait à la vie. Cette seule pensée me remettait. Je la tiens, du moins, disais-je. Elle m'aime, elle est à moi. Tibère, j'ai beau dire, ce n'est pas là un fantôme de bonheur. Je verrais périr tout l'univers sans y prendre intérêt. Pourquoi? Parce que je n'ai plus d'affection de reste. Ce sentiment était vrai. Cependant, dans le temps que je faisais si peu de cas des biens du monde, je sentais que j'aurais eu besoin d'en avoir du moins une petite partie pour mépriser encore plus souverainement tout le reste. L'amour est plus fort que l'abondance, plus fort que les trésors et les richesses, mais il a besoin de leur secours. Et rien n'est plus désespérant pour un amant délicat que de se voir ramené par là, malgré lui, à la grossièreté des âmes les plus basses. Il était 11 heures quand nous arrivâmes à Chaillot. Nous fûmes reçus à l'auberge comme des personnes de connaissance. On ne fut pas surpris de voir Manon en habit d'homme parce qu'on était accoutumé à Paris et aux environs de voir prendre aux femmes toutes sortes de formes. Je la fis servir aussi promptement que si j'eusse été dans la meilleure fortune. Elle ignorait que je fusse mal en argent. Je me gardais bien de lui en rien apprendre, étant résolu de retourner seul à Paris le lendemain pour chercher quelque remède à cette fâcheuse espèce de maladie. Elle me parut pâle et maigrie en soupant. Je ne m'en étais point aperçu à l'hôpital parce que la chambre où je l'avais vue n'était pas des plus claires. Je lui demandai si ce n'était point encore un effet de la frayeur qu'elle avait eue en voyant assassiner son frère. Elle m'assura que, quelque touchée qu'elle fût par cet accident, sa pâleur ne venait que d'avoir essuyé pendant 3 mois mon absence. « Tu m'aimes donc extrêmement, lui répondis-je. »« 1000 fois plus que je ne puis dire, reprit-elle. »« Tu ne me quitteras donc plus jamais, ajoutai-je. »« Non, jamais, répliqua-t-elle. Et cette assurance fut confirmée par tant de caresses et de serments qu'il me parut impossible en effet qu'elle ne pût jamais les oublier. J'ai toujours été persuadé qu'elle était sincère. Quelle raison aurait-elle eu de se contrefaire jusqu'à ce point? Mais elle était encore plus volage. Ou plutôt, elle n'était plus rien. Elle ne se reconnaissait pas elle-même lorsque, ayant devant les yeux des femmes qui vivaient dans l'abondance, elle se trouvait dans la pauvreté et dans le besoin. J'étais à la veille d'en avoir une dernière preuve qui a surpassé toutes les autres.
et qui a produit la plus étrange aventure qui soit jamais arrivée à un homme de ma naissance et de ma fortune. Comme je la connaissais de cette humeur, je me hâtais le lendemain d'aller à Paris. La mort de son frère et la nécessité d'avoir du linge et des habits pour elle et pour moi étaient de si bonnes raisons que je n'eus pas besoin de prétexte. Je sortis de l'auberge avec le dessein, dis-je à Manon et à mon hôte, de prendre un carrosse de louage. Mais c'était une gasconnade. La nécessité m'obligeant d'aller à pied, je marchais fort vite jusqu'à Cours-la-Reine, où j'avais dessein de m'arrêter. Il fallait bien prendre un moment de solitude et de tranquillité pour m'arranger et prévoir ce que j'allais faire à Paris. Je m'assis sur l'herbe. J'entrai dans une mer de raisonnements et de réflexions qui se réduisirent peu à peu à 3 principaux articles. J'avais besoin d'un secours présent pour un nombre infini de nécessités présentes. J'avais à chercher quelque voie qui pût, du moins, m'ouvrir des espérances pour l'avenir, et ce qui n'était pas de moindre importance, j'avais des informations et des mesures à prendre pour la sûreté de Manon et pour la mienne. Après m'être épuisé en projets et en combinaisons sur ces 3 chefs, je jugeais encore à propos d'en retrancher les 2 derniers. Nous n'étions pas mal à couvert dans une chambre de Chaillot, et pour les besoins futurs, je crus qu'il serait temps d'y penser lorsque j'aurais satisfait au présent. Il était donc question de remplir actuellement ma bourse. Monsieur de T m'avait offert généreusement la sienne, mais j'avais une extrême répugnance à le remettre moi-même sur cette manière. Quel personnage que d'aller exposer sa misère à un étranger et de le prier de nous faire part de son bien. Il n'y a qu'une âme lâche qui en soit capable par une bassesse qui l'empêche d'en sentir l'indignité, ou un chrétien humble par un excès de générosité qui le rend supérieur à cette honte. Je n'étais ni un homme lâche, ni un bon chrétien. J'aurais donné la moitié de mon sang pour éviter cette humiliation. Tiberge, disais-je, le bon Tiberge, me refusera-t-il ce qu'il aura le pouvoir de me donner? Non, il sera touché de ma misère, mais il m'assassinera de sa morale. Il faudra essuyer ses reproches, ses exhortations, ses menaces. Il me fera acheter ce secours si cher que je donnerai encore une partie de mon sang plutôt que de m'exposer à cette scène fâcheuse qui me laissera du trouble et des remords. Bon, reprenais-je, il faut donc renoncer à tout espoir, puisqu'il ne me reste point d'autre voie et que je suis si éloigné de m'arrêter à ces 2-là que je verserai plus volontiers la moitié de mon sang que d'en prendre une, c'est-à-dire tout mon sang, plutôt que de les prendre toutes les 2. Oui, mon sang tout entier, ajoutai-je, après une réflexion d'un moment. Je le donnerais plus volontiers sans doute que de me réduire à de basses supplications. Mais il s'agit bien ici de mon sang. Il s'agit de la vie et de l'entretien de Manon. Il s'agit de son amour et de sa fidélité. Qu'ai-je à mettre en balance avec elle? Je n'y ai rien mis jusqu'à présent. Elle me tient lieu de gloire, de bonheur et de fortune. Il y a bien des choses sans doute que je donnerais ma vie pour obtenir ou pour éviter. Mais estimer une chose plus que ma vie n'est pas une raison pour l'estimer autant que Manon. Je ne fus pas longtemps à me déterminer après ce raisonnement. Je continuai mon chemin, résolu d'aller d'abord chez Tiberge et de là chez Monsieur de T. Et en entrant à Paris, je pris un fiacre, quoique je n'eusse pas de quoi le payer. Je comptais sur les secours que j'allais solliciter.
Je me fis conduire au Luxembourg, où j'envoyai avertir Tiberge que j'étais à l'attendre. Il satisfit mon impatience par sa promptitude. Je lui appris l'extrémité de mes besoins sans nul détour. Il me demanda si 100 pistoles que je lui avais rendues me suffiraient. Et, sans m'opposer à un seul mot de difficulté, il me les alla chercher dans le moment, avec cet air ouvert et ce plaisir à donner qui n'est connu que de l'amour et de la véritable amitié. Quoique je n'eusse pas eu le moindre doute du succès de ma demande, je fus surpris de l'avoir obtenue à si bon marché, c'est-à-dire sans qu'il m'eût querellé sur mon impénitence. Mais je me trompais en me croyant tout à fait quitte de ses reproches, car lorsqu'il eut achevé de me compter son argent et que je me préparais à le quitter, il me pria de faire avec lui un tour d'aller. Je ne lui avais point parlé de Manon, il ignorait qu'elle fût en liberté, ainsi sa morale ne tomba que sur la fuite téméraire de Saint-Lazare et sur la crainte où il était qu'au lieu de profiter des leçons de sagesse que j'y avais reçues, je ne reprisse le train du désordre. Il me dit qu'étant allé pour me visiter à Saint-Lazare, le lendemain de mon évasion, il avait été frappé au-delà de toute expression en apprenant la manière dont j'en étais sorti. Il avait eu là-dessus un entretien avec le supérieur que ce bon père n'était pas encore remis de son effroi, qu'il avait eu néanmoins la générosité de déguiser à monsieur le lieutenant général de police les circonstances de mon départ, et qu'il avait empêché que la mort du portier ne fût connue au dehors, que j'avais donc de ce côté-là nul sujet d'alarme, mais que s'il me restait le moindre sentiment de sagesse, je profiterais de cet retour que le ciel donnait à mes affaires, que je devais commencer par écrire à mon père et me remettre bien avec lui, et que si je voulais suivre une fois son conseil, il était d'avis que je quittasse Paris pour retourner dans le sein de ma famille. J'écoutais son discours jusqu'à la fin. Il y avait là bien des choses satisfaisantes. Je fus ravi, premièrement, de n'avoir rien à craindre du côté de Saint-Lazare. Les rues de Paris me redonnaient un pays libre. En second lieu, je m'applaudis de ce que Tiberge n'avait pas la moindre idée de la délivrance de Manon et de son retour avec moi. Je remarquai même qu'il avait évité de me parler d'elle. Dans l'opinion, apparemment, qu'elle me tenait moins au cœur puisque je paraissais si tranquille sur son sujet. Je résolus, sinon de retourner dans ma famille, du moins d'écrire à mon père, comme il me le conseillait, et de lui témoigner que j'étais disposé à rentrer dans l'ordre de mes devoirs et de ses volontés. Mon espérance était de l'engager à m'envoyer de l'argent sous prétexte de faire mes exercices à l'académie, car j'aurais eu peine à lui persuader que je fusse dans la disposition de retourner à l'état ecclésiastique. Et dans le fond, je n'avais nul éloignement pour ce que je voulais lui promettre. J'étais bien aise, au contraire, de m'appliquer à quelque chose d'honnête et de raisonnable, autant que ce dessein pourrait s'accorder avec mon amour. Je faisais mon compte de vivre avec ma maîtresse et de faire en même temps mes exercices, cela étant fort compatible. Je fus si satisfait de toutes ces idées que je promis à Tiberge de faire partir le jour même une lettre pour mon père. J'entrai effectivement dans un bureau d'écriture en le quittant, et j'écrivis d'une manière si tendre et si soumise qu'en relisant ma lettre, je me flattais d'obtenir quelque chose du cœur paternel. Quoique je fusse en état de prendre et de payer un fiacre pour avoir quitté Quoique je fusse en état de prendre et de payer un fiacre après avoir quitté Tiberge, je me fis un plaisir de marcher fièrement à pied en allant chez monsieur de T. Je trouvais de la joie dans cet exercice de ma liberté, dans laquelle mon ami m'avait assuré qu'il ne me restait rien à craindre. Cependant,
Il me revint tout à coup à l'esprit que ces assurances ne regardaient que Saint-Lazare et que j'avais, outre cela, l'affaire de l'hôpital sur les bras, sans compter la mort de Lescaut, dans laquelle j'étais mêlé, du moins comme témoin. Ce souvenir m'effraya si vivement que je me retirai dans la première allée d'où je fis appeler un carrosse. J'allai droit chez monsieur de T, que je fis rire de ma frayeur. Elle me parut risible à moi-même lorsqu'il m'eut appris que je n'avais rien à craindre du côté de l'hôpital, ni de celui de Lescaut. Il me dit que, dans la pensée qu'on pourrait le soupçonner d'avoir eu part à l'enlèvement de Manon, il était allé le matin à l'hôpital et qu'il avait demandé à la voir en feignant d'ignorer ce qui était arrivé. Qu'on était si éloigné de nous accuser, ou lui, ou moi, qu'on s'était empressé au contraire de lui apprendre cette aventure comme une étrange nouvelle, et qu'on admirait qu'une fille aussi jolie que Manon eût pris le parti de fuir avec un valet. Qu'il s'était contenté de répondre froidement, qu'il n'en était pas surpris, et qu'on fait tout pour la liberté. Il continua de me raconter qu'il était allé de là chez Lescaut dans l'espérance de m'y trouver avec ma charmante maîtresse, que l'hôte de la maison, qui était un carrossier, lui avait protesté qu'il n'avait vu ni elle ni moi, mais qu'il n'était pas étonnant que nous n'eussions point paru chez lui si c'était pour Lescaut que nous devions y venir, parce que nous aurions sans doute appris qu'il venait d'être tué à peu près dans le même temps. Sur quoi il n'avait pas refusé d'expliquer ce qu'il savait de la cause et des circonstances de cette mort. Environ 2 heures auparavant, un garde du corps des amis de Lescaut l'était venu voir et lui avait proposé de jouer. Lescaut avait gagné si rapidement que l'autre s'était trouvé 100 écus de moins en 1 heure, c'est-à-dire tout son argent. Ce malheureux, qui se voyait sans un sou, avait prié Lescaut de lui prêter la moitié de la somme qu'il avait perdue. Et sur quelques difficultés nées de cette occasion, il s'était querellé avec une animosité extrême. Lescaut avait refusé de sortir pour mettre l'épée à la main, et l'autre avait juré, en le quittant, de lui casser la tête. Ce qu'il avait exécuté le soir même. Monsieur de T eut l'honnêteté d'ajouter qu'il avait été fort inquiet par rapport à nous et qu'il continuait de m'offrir ses services. Je ne balançai point à lui apprendre le lieu de notre retraite. Il me pria de trouver bon qu'il allât souper avec nous. Comme il ne me restait qu'à prendre du linge et des habits pour Manon, je lui dis que nous pouvions partir à l'heure même s'il voulait avoir la complaisance de s'arrêter un moment avec moi chez quelques marchands. Je ne sais s'il crut que je lui faisais cette proposition dans la vue d'intéresser sa générosité, ou si ce fut par le simple mouvement d'une belle âme, mais ayant consenti à partir aussitôt, il me mena chez les marchands qui fournissaient sa maison. Il me fit choisir plusieurs étoffes d'un prix plus considérable que je ne me l'étais proposé, et lorsque je me disposais à les payer, il défendit absolument aux marchands de recevoir un sou de moi. Cette galanterie se fit de si bonne grâce que je crus pouvoir en profiter sans honte. Nous prîmes ensemble le chemin de Chaillot, où j'arrivais avec moins d'inquiétude que je n'en étais parti. Le chevalier des Grieux ayant employé plus d'1 heure à ce récit, je le priai de prendre un peu de relâche et de nous tenir compagnie à souper. Notre attention lui fit juger que nous l'avions écouté avec plaisir. Il nous assura que nous trouverions quelque chose encore de plus intéressant dans la suite de son histoire, et lorsque nous eûmes fini de souper, il continua dans ces termes. Fin de la première partie. Deuxième partie. Ma présence et les politesses de monsieur de T dissipèrent tout ce qui pouvait rester de chagrin à Manon.
Oublions nos terreurs passées, ma chère âme, lui dis-je en arrivant, et recommençons à vivre plus heureux que jamais. Après tout, l'amour est un bon maître. La fortune ne saurait nous causer autant de peine qu'il nous fait goûter de plaisir. Notre souper fut une vraie scène de joie. J'étais plus fier et plus content avec Manon et mes 100 pistoles que le plus riche partisan de Paris avec ses trésors entassés. Il faut compter ses richesses par les moyens qu'on a de satisfaire ses désirs. Je n'en avais pas un seul à remplir. L'avenir même me causait peu d'embarras. J'étais presque sûr que mon père ne ferait pas difficulté de me donner de quoi vivre honorablement à Paris, parce qu'étant dans ma 20e année, j'entrais en droit d'exiger ma part du bien de ma mère. Je ne cachais point à Manon que le fond de mes richesses n'était que de 100 pistoles. C'était assez pour attendre tranquillement une meilleure fortune qui semblait ne me pouvoir manquer soit par mes droits naturels ou par les ressources du jeu. Ainsi, pendant les premières semaines, je ne pensais qu'à jouir de ma situation et la force de l'honneur, autant qu'un reste de ménagement pour la police me faisait remettre de jour en jour à renouer avec les associés de l'hôtel de T. Je me réduisis à jouer dans quelques assemblées moins décriées, où la faveur du sort m'épargna l'humiliation d'avoir recours à l'industrie. J'allais passer à la ville une partie de l'après-midi et je revenais souper à Chaillot, accompagné fort souvent de Monsieur de T, dont l'amitié croissait de jour en jour pour nous. Manon trouva des ressources contre l'ennui. Elle se lia dans le voisinage avec quelques jeunes personnes que le printemps y avait ramenées. La promenade et les petits exercices de leur sexe faisaient alternativement leur occupation. Une partie de jeu dont elle avait réglé les bornes fournissait aux frais de la voiture. Elles allaient prendre l'air au bois de Boulogne, et le soir, à mon retour, je retrouvais Manon plus belle, plus contente, plus passionnée que jamais. Il s'éleva néanmoins quelques nuages qui semblèrent menacer l'édifice de mon bonheur. Mais ils furent nettement dissipés, et l'humeur folâtre de Manon rendit le dénouement si comique que je trouve encore de la douceur dans un souvenir qui me représente sa tendresse et les agréments de son esprit. Le seul valet qui composait notre domestique me prit un jour à l'écart pour me dire avec beaucoup d'embarras qu'il avait un secret d'importance à me communiquer. Je l'encourageai à parler librement. Après quelques détours, il me fit entendre qu'un seigneur étranger semblait avoir pris beaucoup d'amour pour mademoiselle Manon. Le trouble de mon sang se fit sentir dans toutes mes veines. En a-t-elle pour lui? Interrompis-je plus brusquement que la prudence ne permettait de m'éclairer. Ma vivacité l'effleura. Ma vivacité l'effraya. Il me répondit d'un air inquiet que sa pénétration n'avait pas été si loin, mais qu'ayant observé depuis plusieurs jours que cet étranger venait assidûment au bois de Boulogne, qu'il y descendait de son carrosse et que, s'engageant seul dans les contre-allées, il paraissait chercher l'occasion de voir ou de rencontrer mademoiselle, il lui était venu à l'esprit de faire quelques liaisons avec ces gens pour apprendre le nom de leur maître, qu'il le traitait de prince italien et qu'il le soupçonnait même de quelque aventure galante. Qu'il n'avait pu se procurer d'autre lumière, ajouta-t-il en tremblant, parce que le prince, étant alors sorti du bois, s'était approché familièrement de lui et lui avait demandé son nom. Après quoi, comme s'il eût deviné qu'il était à notre service, il l'avait félicité d'appartenir à la plus charmante personne du monde. J'attendais impatiemment la suite de ce récit. Il le finit par des excuses timides
que je n'attribuais qu'à mes imprudentes agitations. Je le pressai en vain de continuer son déguisement. Il me protesta qu'il ne savait rien de plus, et que ce qu'il venait de me raconter étant arrivé le jour précédent, il n'avait pas revu les gens du prince. Je le rassurai, non seulement par des éloges, mais par une honnête récompense, et, sans lui marquer la moindre défiance de Manon, je lui recommandai, d'un ton plus tranquille, de veiller sur toutes les démarches de l'étranger. Au fond, sa frayeur me laissa de cruels doutes. Elle pouvait lui avoir fait supprimer une partie de la vérité. Cependant, après quelques réflexions, je revins de mes alarmes jusqu'à regretter d'avoir donné cette marque de faiblesse. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais faire un crime à Manon d'être aimée. Il y avait beaucoup d'apparence qu'elle ignorait sa conquête. Et quelle vie allais-je mener si j'étais capable d'ouvrir si facilement l'entrée de mon cœur à la jalousie? Je retournai à Paris le jour suivant, sans avoir formé d'autres desseins. Je retournai à Paris le jour suivant, sans avoir formé d'autres desseins que de hâter le progrès de ma fortune en jouant plus gros jeu pour me mettre en état de quitter Chaillot au premier sujet d'inquiétude. Le soir, je n'appris rien de nuisible à mon repos. L'étranger avait reparu au bois de Boulogne, et prenant droit de ce qui s'y était passé la veille pour me rapprocher de mon confident, il lui avait parlé de son amour, mais dans des termes qui ne supposaient aucune intelligence avec Manon. Il avait interrogé sur 1000 détails. Enfin, il avait tenté de le mettre dans ses intérêts par des promesses considérables, et tirant une lettre qu'il tenait prête, il lui avait offert inutilement quelques louis d'or pour la rendre à sa maîtresse. 2 jours se passèrent sans aucun autre incident. Le 3e fut plus orageux. J'appris en arrivant de la ville assez tard que Manon, pendant sa promenade, s'était écartée un moment de ses compagnes et que l'étranger, qui la suivait à peu de distance, s'étant approché d'elle au signe qu'elle lui en avait fait, et lui avait remis une lettre qu'il avait reçue avec des transports de joie. Il n'avait eu le temps de les exprimer qu'en baisant amoureusement les caractères parce qu'elle s'était aussitôt dérobée. Mais elle avait paru d'une gaieté extraordinaire pendant le reste du jour, et depuis qu'elle était rentrée au logis, cette humeur ne l'avait pas abandonnée. Je frémis, sans doute, à chaque mot. « Es-tu bien sûr, dis-je tristement à mon valet, que tes yeux n'étaient pas trompés ?» Il prit le ciel à témoin de sa bonne foi. Je ne sais à quoi les tourments de mon cœur m'auraient porté si Manon, qui m'avait entendu rentrer, ne fût venue au-devant de moi avec un air d'impatience et des plaintes de ma lenteur. Elle n'attendit point ma réponse pour m'accabler de caresses, et lorsqu'elle se vit seule avec moi, elle me fit des reproches fort vifs de l'habitude que je prenais de revenir si tard. Mon silence lui laissant la liberté de continuer, elle me dit que, depuis 3 semaines, je n'avais pas passé une journée entière avec elle, qu'elle ne pouvait soutenir de si longues absences, qu'elle me demandait du moins un jour par intervalle, et que, dès le lendemain, elle voulait me voir près d'elle du matin au soir. J'y serai, n'en doutez pas, lui répondis-je d'un ton assez brusque. Elle marqua peu d'attention pour mon chagrin, et, dans le mouvement de sa joie, qui me parut en effet d'une vivacité singulière, elle me fit 1000 peintures plaisantes de la manière dont elle avait passé le jour. « Étrange fille, me dis-je à moi-même, que dois-je attendre de ce prélude ?» L'aventure de notre première séparation me revint à l'esprit.
Cependant, je croyais voir dans le fond de sa joie et de ses caresses un air de vérité qui s'accordait avec les apparences. Il ne me fut pas difficile de rejeter la tristesse dont je ne pus me défendre pendant notre souper sur une perte que je ne me plaignis d'avoir faite au jeu. J'avais regardé comme un extrême avantage que l'idée de ne plus quitter Chaillot le jour suivant fût venue d'elle-même. C'était gagner du temps pour mes délibérations. Ma présence éloignait toutes sortes de craintes pour le lendemain, et si je ne remarquais rien qui m'obligeât de faire éclater mes découvertes, j'étais déjà résolu de transporter le jour d'après mon établissement à la ville, dans un quartier où je n'eusse rien à démêler avec les princes. Cet arrangement me fit passer une nuit tranquille. Cet arrangement me fit passer une nuit plus tranquille, mais il ne m'ôtait pas la douleur d'avoir à trembler pour une nouvelle infidélité. À mon réveil, Manon me déclara que pour passer le jour dans notre appartement, elle ne prétendait pas que j'eusse l'air plus négligé et qu'elle voulait que mes cheveux fussent accommodés de ses propres mains. Je les avais fort beaux. C'était un amusement qu'elle s'était donné plusieurs fois, mais elle y apporta plus de soin que je ne lui en avais jamais vu prendre. Je fus obligé, pour la satisfaire, de m'asseoir devant sa toilette et d'essuyer toutes les petites recherches qu'elle imagina pour ma parure. Dans le cours de son travail, elle me faisait tourner souvent le visage vers elle, et s'appuyant des deux mains sur mes épaules, elle me regardait avec une curiosité avide. Ensuite, exprimant sa satisfaction par un ou deux baisers, elle me faisait reprendre ma situation pour continuer son ouvrage. Ce badinage nous occupa jusqu'à l'heure du dîner. Le goût qu'elle y avait pris m'avait paru si naturel, et sa gaieté sentait si peu l'artifice que, ne pouvant concilier des apparences si constantes avec le projet d'une noire trahison, je fus tenté plusieurs fois de lui ouvrir mon cœur et de me décharger d'un fardeau qui commençait à me peser. Mais je me flattais à chaque instant que l'ouverture viendrait d'elle, et je m'en faisais d'avance un délicieux triomphe. Nous rentrâmes dans son cabinet. Elle se mit à rajuster ses cheveux. Non, pas ses cheveux, mes cheveux. Elle se mit à rajuster mes cheveux, et ma complaisance me faisait céder à toutes ses volontés lorsqu'on vint l'avertir que le prince demandait à la voir. Ce nom m'échauffa jusqu'au transport. « Quoi donc ?» m'écriai-je en la repoussant. « Qui ? Quel prince ?» Elle ne répondit point à mes questions. « Faites-le monter, dit-elle froidement au valet, et se tournant vers moi. « Cher amant, toi que j'adore, reprit-elle d'un ton enchanteur, je te demande un moment de complaisance, un moment, un seul moment. Je t'en aimerai 1000 fois plus, je t'en saurai gré toute ma vie. » L'indignation et la surprise me lièrent la langue. Elle répétait ces instances, et je cherchais des expressions pour les rejeter avec mépris, mais entendant ouvrir la porte de l'antichambre, elle empoigna d'une main mes cheveux qui étaient flottants sur mes épaules. Elle prit de l'autre son miroir de toilette. Elle employa toute sa force pour me traîner dans cet état jusqu'à la porte du cabinet, et l'ouvrant du genou, elle offrit à l'étranger
que le bruit semblait avoir arrêté au milieu de la chambre. Un spectacle qui ne dut pas lui causer peu d'étonnement. Je vis un homme, fort bien mis, mais d'assez mauvaise mine. Dans l'embarras où le jetait cette scène, il ne laissa pas de faire une profonde référence. Manon ne lui donna pas le temps d'ouvrir la bouche. Elle lui présenta son miroir. « Voyez, monsieur, lui dit-elle, regardez-vous bien et rendez-moi justice. Vous me demandez de l'amour. Voici l'homme que j'aime et que j'ai juré d'aimer toute ma vie. Faites la comparaison vous-même. Si vous croyez lui pouvoir disputer mon cœur, apprenez-moi donc sur quel fondement, car je vous déclare qu'aux yeux de votre servante très humble, tous les princes d'Italie ne valent pas un des cheveux que je tiens. » Pendant cette folle harangue qu'elle avait apparemment méditée, je faisais des efforts inutiles pour me dégager, et prenant pitié d'un homme de considération, je me sentais porté à réparer ce petit outrage par mes politesses. Mais s'étant remis assez facilement, sa réponse, que je trouvais un peu grossière, me fit perdre cette disposition. « Mademoiselle, lui dit-il avec un sourire forcé, j'ouvre en effet les yeux et je vous trouve bien moins novice que je ne me l'étais figuré. » Il se retira aussitôt sans jeter les yeux sur elle, en ajoutant d'une voix plus basse que les femmes de France ne valaient pas mieux que celles d'Italie. Rien ne m'invitait, dans cette occasion, à lui faire prendre une meilleure idée du beau sexe. Manon quitta mes cheveux, se jeta dans un fauteuil et fit retentir la chambre de longs éclats de rire. Je ne dissimulerai pas que je fus touché jusqu'au fond du cœur d'un sacrifice que je ne pouvais attribuer qu'à l'amour. Cependant, la plaisanterie me parut excessive. Je lui en fis des reproches. Elle me raconta que son rival, après l'avoir obsédé pendant plusieurs jours au bois de Boulogne et lui avoir fait deviner ses sentiments par des grimaces, avait pris le parti de lui en faire une déclaration ouverte, accompagnée de son nom et de tous ses titres, dans une lettre qu'il lui avait fait remettre par le cocher qui la conduisait avec ses compagnes, qui lui promettait, au-delà des monts, une brillante fortune et des adorations éternelles, qu'elle était revenue à Chaillot dans la résolution de me communiquer cette aventure, mais qu'ayant conçu que nous en pouvions tirer de l'amusement, elle n'avait pu résister à son imagination, qu'elle avait offert au prince italien par une réponse flatteuse la liberté de la voir chez elle, et qu'elle s'était fait un second plaisir de me faire entrer dans son plan sans m'en avoir fait naître le moindre soupçon. Je ne lui dis pas un mot des lumières qui m'étaient venues par une autre voie, et l'ivresse de l'amour triomphant me fit tout approuver. J'ai remarqué dans toute ma vie que le ciel a toujours choisi pour me frapper de ses plus rudes châtiments le temps où ma fortune me semblait le mieux établie. Je me croyais si heureux avec l'amitié de M. de T et la tendresse de Manon qu'on aurait pu me faire comprendre que j'eusse à craindre quelque nouveau malheur. Cependant, il s'en préparait un si funeste qu'il m'a réduit à l'état où vous m'avez vu à Passy, et par degrés à des extrémités si déplorables que vous aurez peine à croire mon récit fidèle. Un jour que nous avions M. de T à souper, nous entendîmes le bruit d'un carrosse qui s'arrêtait à la porte de l'hôtellerie. La curiosité nous fit désirer de savoir qui pouvait arriver à cette heure.
On nous dit que c'était le jeune G.M., c'est-à-dire le fils de notre plus cruel ennemi, de ce vieux débauché qui m'avait mis à Saint-Lazare et Manon à l'hôpital. Son nom me fit monter la rougeur au visage. « C'est le ciel qui me l'amène, dis-je à M. de T, pour le punir de la lâcheté de son père. Il ne m'échappera pas que nous n'ayons... Il ne m'échappera pas que nous n'ayons mesuré nos épées. Il ne m'échappera pas que nous n'ayons mesuré nos épées. Monsieur de T, qui le connaissait et qui était même de ses amis, s'efforça de me faire prendre d'autres sentiments pour lui. Il m'assura que c'était un jeune homme très aimable et si peu capable d'avoir eu part à l'action de son père que je ne le verrais pas moi-même un moment sans lui accorder mon estime et sans désirer la sienne. Après avoir ajouté, non, après avoir ajouté 1000 choses à son avantage, il me pria de consentir qu'il allât lui proposer de venir prendre place avec nous et de s'accommoder du reste de notre souper. Il prévint l'objection du péril où s'était exposé Manon Il prévint l'objection du péril où s'était exposé Manon que de découvrir sa demeure au fils de notre ennemi, en protestant sur son honneur et sur sa foi que, lorsqu'il nous connaîtrait, nous n'aurions point de plus zélés défenseurs. Je ne fis difficulté de rien après de telles assurances. Non, je ne fis difficulté de rien après de telles assurances. Monsieur de T ne nous l'amena point sans avoir pris un moment pour l'informer qui nous étions. Il entra d'un air qui nous prévint effectivement en sa faveur. Il m'embrassa, nous nous assîmes, il admira Manon, moi, tout ce qui nous appartenait, et il mangea d'un appétit qui fit honneur à notre souper. Lorsqu'on eut desservi, la conversation devint plus périlleuse. Lorsqu'on eut desservi, la conversation devint plus sérieuse. Lorsqu'on eut desservi, la conversation devint plus sérieuse. Il baissa les yeux pour nous parler de l'excès où son père s'était porté contre nous. Il nous fit les excuses les plus soumises. Je les abrège, nous dit-il, pour ne pas renouveler un souvenir qui me cause trop de honte. Si elles étaient sincères dès le commencement, elles le devinrent bien plus dans la suite, car il n'eut pas passé une demi-heure dans cet entretien que je m'aperçus de l'impression que les charmes de Manon faisaient sur lui. Ses regards et ses manières s'attendrirent par degrés. Il ne laissa rien échapper néanmoins dans ses discours, mais sans être aidé de la jalousie, j'avais trop d'expérience en amour pour ne pas discerner ce qui venait de cette source. Il nous tint compagnie pendant une partie de la nuit et il ne nous quitta qu'après s'être félicité de notre connaissance et nous avoir demandé la permission de venir nous renouveler quelquefois l'offre de ses services. Il partit le matin avec M. de T, qui se mit avec lui dans son carrosse. Je ne me sentais, comme j'ai dit, aucun penchant à la jalousie. J'avais plus de crédulité que jamais pour les serments de Manon. Cette charmante créature était si absolument maîtresse de mon âme que je n'avais pas un seul petit sentiment qui ne fût de l'estime et de l'amour. Loin de lui faire un crime d'avoir plu au jeune G.M., j'étais ravi de l'effet de ses charmes et je m'applaudissais d'être aimé d'une fille que tout le monde trouvait aimable. Je ne jugeais même pas à propos. Je ne jugeais pas même à propos de lui communiquer mes soupçons.
nous fûmes occupés pendant quelques jours du soin de faire ajuster ses habits et à délibérer si nous pouvions aller à la comédie sans appréhender d'être reconnus. Monsieur de T revint nous voir avant la fin de la semaine. Nous le consultâmes là-dessus. Il vit bien qu'il fallait dire oui pour faire plaisir à Manon. Nous résolûmes d'y aller le soir même avec lui. Cependant, cette résolution ne put s'exécuter car, m'ayant tiré aussitôt en particulier, je suis, me dit-il, dans le dernier embarras depuis que je ne vous ai vu, et la visite que je vous fais aujourd'hui en est une suite. G.M. Il aime votre maîtresse. Il m'en a fait confidence. Je suis son intime ami et disposé en tout à le servir, mais je ne suis pas moins le vôtre. J'ai considéré que ses intentions sont injustes et je les ai condamnées. J'aurais gardé son secret s'il n'avait dessein d'employer pour plaire que les voies communes, mais il est bien informé de l'humeur de Manon. Il a su, je ne sais d'où, qu'elle aime l'abondance et les plaisirs, et comme il jouit déjà d'un bien considérable, il m'a déclaré qu'il veut la tenter d'abord par un très gros présent et par l'offre de 10 000 livres de pension. Toutes choses égales, j'aurais peut-être eu beaucoup plus de violence à me faire pour le trahir, mais la justice s'est jointe en votre faveur à l'amitié, d'autant plus qu'ayant été la cause imprudente de sa passion, en l'introduisant ici, je suis obligé de prévenir les effets du mal que j'ai causé. Je remerciai M. de T d'un service de cette importance et lui avouai, avec un parfait retour de confiance, que le caractère de Manon était tel que G.M. se le figurait, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait supporter le nom de pauvreté. Cependant, lui dis-je, lorsqu'il n'est question que du plus ou du moins, je ne la crois pas capable de m'abandonner pour un autre. Je suis en état de ne la laisser manquer de rien, et je compte que ma fortune va croître de jour en jour. Je ne crains qu'une chose, ajoutai, c'est que G.M. ne se serve de la connaissance qu'il a de notre demeure pour nous rendre quelque mauvais office. M. de T m'assura que je devais être sans appréhension de ce côté-là, que G.M. était capable d'une folie amoureuse, mais qu'il ne l'était point d'une bassesse, que s'il avait la lâcheté d'en commettre une, il serait le premier, lui qui parlait, à l'en punir et à réparer par là le malheur qu'il avait eu d'y donner l'occasion. Je vous suis obligé de ce sentiment, repris-je, mais le mal serait fait et le remède fort incertain. Ainsi, le parti le plus sage est de le prévenir en quittant Chaillot pour prendre une autre demeure. Oui, reprit M. de T, mais vous aurez peine à le faire aussi promptement qu'il faudrait, car G.M. doit être ici à midi. Il me le dit hier, et c'est ce qui m'a fait porter à venir si matin. Ah, c'est pas mal ça. C'est ce qui m'a fait venir. C'est ce qui m'a porté à venir si matin. C'est ce qui m'a porté à venir si matin. Pour vous informer de ses vues. Il peut arriver à tout moment. Un avis si pressant me fit regarder cette affaire d'un œil plus sérieux. Comme il me semblait impossible d'éviter la visite de G.M. et qu'il me le serait aussitôt, sans doute, d'empêcher qu'il ne s'ouvrît à Manon, je pris le parti de la prévenir moi-même sur le dessein de ce nouveau rival. Je m'imaginais que, me sachant instruit des propositions qu'il lui ferait et les recevant à mes yeux, elle aurait assez de force pour les rejeter. Je découvris ma pensée à M. de T, qui me répondit que cela était extrêmement délicat. Je l'avoue, lui dis-je, mais toutes les raisons qu'on peut avoir d'être sûr d'une maîtresse, je les ai de compter sur l'affection de la mienne. Il n'y aurait que la grandeur des offres qui put l'éblouir, et je vous ai dit qu'elle ne connaît point l'intérêt. Elle aime ses aises, mais elle m'aime aussi, et dans la situation où sont mes affaires,
Je ne saurais croire qu'elle me préfère le fils d'un homme qui l'a mise à l'hôpital. En un mot, je persistais dans mon dessein, et m'étant retiré à l'écart avec Manon, je lui déclarai naturellement tout ce que je venais d'apprendre. Elle me remercia de la bonne opinion que j'avais d'elle, et elle me promit de recevoir les offres de GM d'une manière qui lui ôterait l'envie de les renouveler. « Oh non, lui dis-je, il ne faut pas l'irriter par une brusquerie, il peut nous nuire. Mais tu sais assez, toi, friponne, ajoutai-je en riant, comment te défaire d'un amant désagréable ou incommode. » Elle reprit après avoir un peu rêvé. « Il me vient un dessein admirable, s'écria-t-elle, et je suis toute glorieuse de l'invention. GM est le fils de notre plus cruel ennemi. Il faut nous venger du père, non pas sur le fils, mais sur sa bourse. Je veux l'écouter, accepter ses présents et me moquer de lui. Le projet est joli, lui dis-je, mais tu ne songes pas, mon pauvre enfant, que c'est le chemin qui nous a conduits droit à l'hôpital. » J'eus beau lui représenter le péril de cette entreprise, elle me dit qu'il ne s'agissait que de bien prendre nos mesures, et elle répondit à toutes mes objections. « Donnez-moi un amant qui n'entre point aveuglément dans tous les caprices d'une maîtresse adorée, et je conviendrai que j'eus tort de céder si facilement. » La résolution fut prise de faire une dupe de GM, et par un tour bizarre de mon sort, il arriva que je devins la sienne. Et on va arrêter là. On va arrêter là. On marque page. J'ai pas de marque-page. C'est pas grave. Donc je reprends la suite demain. Johnny. Bye bye.